Nous commençons notre rencontre. Pour utiliser le terme commun, j'ai travaillé au cabinet de Monseigneur Godefroy. C'était un moment charnière où nous n'étions pas beaucoup de prêtres, donc on assurait beaucoup de charges à la fois. Tu étais curé, tu étais secrétaire, tu étais directeur de l'imprimerie en même temps. Et je me rappelle de ces meubles métalliques qui étaient dans le bureau de l'évêque, là-haut, depuis l'époque de Monseigneur Jean-Baptiste Forêt, parce que c'est le premier évêque du diocèse quand on a créé le diocèse de Pointe-Noire, et c'est le premier qui s'est installé dans ce bâtiment-là, qui était au départ une église, Notre-Dame de l'Essasso, et transformée en évêché provisoire. Et jusqu'à présent, ça reste toujours un évêché provisoire, donc du provisoire qui dure. J'ai été aussi au cabinet de Monseigneur Makaya, voilà. Donc je connaissais ces meubles où il y avait les registres de catholicité, baptême, première communion, mariage, ainsi de suite. Alors je me suis dit avec David, l'abbé David, notre vénérable chancelier, qu'il faut qu'on travaille à retrouver ou à reconstituer ces registres de catholicité, parce que si nous parlons de patrimoine, c'est le premier patrimoine d'un diocèse, ces registres-là, parce que ça retrace l'histoire, voilà, de tous les chrétiens. Alors, cette formation se veut une aide pratique pour le travail du notaire paroissial. C'est un terme qu'on a découvert, surtout avec le directoire de la Conférence des évêques de France, le directoire canonique et pastoral, voilà que j'ai ici. Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements. Donc ce n'est pas, je disais, un cours de sacrement que nous faisons, mais c'est justement, c'est tout simplement nous rendre compte de l'essentiel quand nous avons fini de célébrer un sacrement, de notifier, de prendre note, d'enregistrer et de garder, de conserver les registres comme il se doit. Alors pourquoi ce directoire? Parce qu'on dit bien directoire canonique. Donc les évêques de France l'ont fait en tenant compte justement du droit canon, pastoral, en tenant compte des réalités pastorales. Et donc ce sont des actes administratifs. Il y a une administration de l'Église de ces actes de catholicité que nous posons à chaque étape de notre vie. Alors j'ai écrit, pour aller vite, les différents points. Le thème « Mise en œuvre du notaire paroissial » et j'ai 3 points. Je disais la notion du notaire paroissial, pour dire que dans l'organisation de la paroisse, nous avons le conseil paroissial pastoral, nous avons le conseil paroissial pour les affaires économiques, mais attention, il y a aussi le notaire paroissial. Nous allons peut-être découvrir de façon plus attentive le travail du notaire paroissial en lien avec le chancelier du diocèse. Alors, c'est pourquoi j'ai dit le thème, la notion du notaire paroissial en lien avec le chancelier du diocèse. Et nous verrons pourquoi. La notion du notaire paroissial, il est nommé par le curé de la paroisse, donc selon le directoire. Il est nommé par le curé de la paroisse. Le notaire paroissial est choisi pour sa rigueur, voilà, sa discrétion, parce que les registres de catholicité, ce ne sont pas les registres que tu peux confier à n'importe qui pour aller consulter. Donc, c'est secret. Parce que là-dedans, il y a la vie des gens, la discrétion, son aptitude à gérer des informations administratives, savoir les gérer. Donc, il faut déjà comprendre, savoir comment les gérer. Il remplit sa mission en lien avec le chancelier du diocèse. Il doit notamment rassembler les documents nécessaires à l'établissement des registres, préparer les registres
et s'assurer que les actes ou bien, disons, ont été signés avant de les porter dans les registres. Il faut que le curé ou celui qui a baptisé quelqu'un, voilà, ait signé le registre pour être porté là-dedans. Veillez à ce que les dossiers de mariage et de baptême soient complets et correctement remplis et signés. Veillez à la bonne tenue des registres et à leur conservation dans un lieu sûr. Répondre aux demandes de copies et d'extraits d'actes. Veillez sur les archives de la paroisse. En fin d'année civile, le notaire paroissial transmet les registres au diocèse. Voilà pour la notion rapidement du notaire paroissial. Effectivement, tout cela doit être chapeauté par le curé de la paroisse. Avant de développer, moi j'ai écrit ceci, confère directoire canonique et pastoral, et pour les actes, mais en même temps j'ai écrit aussi les enquêtes ou les enquêtes préliminaires. Nous avons parfois des gens qui quittent une paroisse. Je dis par exemple, quelqu'un quitte la paroisse de Mpaka, il dit qu'il vient se marier à Sainte-Face. C'est bien. Mais je le renvoie d'abord à Mpaka, parce que comme il est de Mpaka, le dossier doit être constitué à Mpaka, transféré normalement, ça doit transiter par l'évêché. Enfin, là où j'ai été au pays des Blancs, c'est comme ça. Et c'est l'évêché, à travers le notaire diocésain, le chancelier, qui le transmet à Sainte-Face pour que je puisse admettre que ce mariage soit célébré à Sainte-Face. Et que si c'est un confrère qui vient, il faut bien qu'il reçoive l'autorisation du curé de la paroisse pour qu'il puisse célébrer. J'ai lu dans le directoire que l'évêque, le vicaire général peuvent, l'ordinaire du lieu, venir dans la paroisse, célébrer, sans au préalable avoir l'autorisation du curé. C'est tout à fait normal. Mais un confrère curé qui quitte sa paroisse, qui débarque, qui dit « je viens célébrer un mariage chez toi », ça ne marche pas. Ou bien il vient avec son dossier, ça ne marche pas. Donc souvent on a des problèmes de ce genre. Quelqu'un qui a quitté sa paroisse parce qu'il a peut-être des problèmes là-bas, il arrive, mon père, je vais me marier ici. Et si toi, tu acceptes, parfois il faut le dire, il a dans la chemise quelques billets, on se connaît, il faut le dire. Mais ce qui doit compter, c'est d'abord le fait qu'il est dans sa paroisse et tout part de là, absolument. Le curé de la paroisse de Mpaka, c'est lui qui prépare le dossier. Je prends l'exemple, Mpaka, puisque la personne habite Mpaka, qui le transmet au chancelier du diocèse et nous le recevons de là-bas pour célébrer. Alors vous comprenez que les actes de catholicité, c'est important et c'est nécessaire. Les actes de catholicité, c'est-à-dire les actes et les registres, sont la trace des grands événements de la vie des fidèles. Voilà. Moi, quand j'ai été curé de Saint-Pierre 2 fois, je me suis amusé à ouvrir les registres de catholicité et puis j'ai vu que tout a été notifié, mais l'ordination sacerdotale n'a pas été notifiée. Je ne l'ai même pas fait, mais j'ai demandé au curé de l'époque de le faire, parce que je n'ai pas le droit d'aller ouvrir, tout curé que je sois, ou prêtre, d'aller ouvrir le registre quelque part et d'écrire. Ça doit être bien notifié, et avant de notifier, il faut aussi prendre contact avec le chancelier diocésain qui tient les registres au niveau du diocèse, parce qu'il faut notifier aux 2 endroits. Alors, les registres de diocèse sont mémoire pour nos communautés ecclésiales, parce qu'ils donnent la situation canonique de chacun. Chacun de nous a une situation canonique, baptisé, ainsi de suite, baptême, confirmation, religieux, religieuse, prêtre. Pour l'évêque aussi, on doit notifier, Monseigneur, non? Je crois que, voilà, dans son registre, il est évêque. Alors, je disais
ils permettent aussi d'être admis à un sacrement. Il y a beaucoup de fidèles qui galèrent à la veille des sacrements parce que nous exigeons l'acte de baptême. Mais si le curé de l'époque ne l'avait pas notifié, le pauvre, il aura des problèmes. Il n'aura pas l'acte de baptême et alors le reste ne pourra pas s'en suivre. Donc voilà, si cela n'est pas bien tenu, nous mettons en difficulté nos fidèles. Si bien que bien tenir les registres, c'est respecter les personnes. Il s'agit de prendre au sérieux la signature de ceux qui se sont un jour engagés. Il s'agit de prendre au sérieux, c'est aussi prendre en compte leurs droits. Ils ont droit, de la même manière qu'au niveau de l'état civil, on a inscrit leur naissance et qu'au niveau des paroisses, soit aussi inscrit leur naissance dans l'Église, donc à travers le baptême. C'est enfin rendre un service à la fois aux fidèles et à l'Église. Moi, quand j'ai eu besoin, j'avais quelques dossiers. Je me suis rendu à Lumumba, j'ai trouvé tout de suite mon extrait d'acte de naissance. C'était facile. Mais si d'aventure cela n'a pas été noté, je crois que je n'allais pas pouvoir faire les actes, plutôt les pièces d'identité que je voulais bien avoir. Alors, le premier point que j'ai mis registre, les enquêtes préliminaires. Parce que pour manipuler les registres, il faut des enquêtes préliminaires. Quand quelqu'un se présente pour le baptême, nous avons des dossiers administratifs en vue du baptême. Voilà, je les ai ici. Demande en vue du baptême, où nous allons recueillir les informations nécessaires concernant celui qui va être baptisé, absolument. Et cette fiche va être renvoyée au niveau du notaire paroissial pour que ce soit porté dans le registre de catholicité. Au niveau de Sainte-Face, nous les avons travaillés, adaptés, ainsi de suite, et nous avons tout ce qu'il faut là-dedans. Donc, je ne sais pas ceux qui en veulent, je peux faire des photocopies, et puis voilà. De même, au niveau du mariage, quelqu'un vient pour le mariage, dossier administratif en vue du mariage. Et c'est ce dossier qui va être considéré, envoyé auprès du notaire paroissial pour être porté dans les registres. Parce qu'on a trouvé parfois des feuilles volantes. Quelqu'un a baptisé, voilà, papa, il laisse une petite feuille volante où il n'y a que le nom de celui qui a été baptisé. Mais dans les fiches dossiers administratifs de mariage ou de baptême, on trouve toutes les données de celui qui va se marier. Par exemple, le fiancé, le nom, prénom, fils de, né, le, profession, domicilié, domicile, ça compte, époux de. Donc il faut savoir s'il est célibataire réellement, époux civil de. Mais s'il est époux civil de quelqu'un d'autre, donc ça s'annule déjà. Veuf de, ça doit être porté. La personne est veuve, ça doit être porté. Bon, veuf, épouser le, décédé le, ça doit être porté. Et dans certains diocèses, là-bas en Europe, il faut porter l'acte de décès de la première épouse pour être sûr que la personne ne ment pas. Divorcé civil de, c'est bon, mais il faut porter l'acte de divorce. Il y a l'état religieux, est-ce qu'il est baptisé, est-ce qu'il n'est pas baptisé, ainsi de suite, pour voir le genre de mariage à célébrer. Il y a aussi des points particuliers, est-ce qu'il y a des enfants dehors, ainsi de suite. Donc tout cela est porté. Il doit fournir son acte de naissance au dossier, le certificat de mariage civil. S'il est veuf, ici on a porté l'acte de décès du conjoint décédé, ainsi de suite. Donc on doit être rigoureux sur ces choses-là, sinon, voilà, ça ne marche pas. Alors, les registres, les enquêtes préliminaires. Chaque paroisse doit tenir obligatoirement
en double original pour chaque année. Double original, c'est-à-dire que ce n'est pas la photocopie du registre, mais on tient deux registres sous d'autres cieux. On a les registres, mais on a aussi comme deuxième registre, c'est tenu sur, bien sûr, du papier, mais c'est cartonné de telle sorte qu'à la fin, on relie, relié comme il faut, et à chaque fin d'année pastorale, le notaire paroissial délégué auprès du chancelier diocésain porte tout cela. On vérifie les deux registres. Donc ce n'est pas sur une feuille volante comme ça, mais sur du matériel bien précis et solide pour tenir les archives. Et alors sur cette fiche même, là je tombe sur la fiche du mariage, admettons du baptême. Donc ça reflète ce qui est écrit dans le registre. J'ai l'année, diocèse, paroisse, nom de l'église, nom de la commune aussi. Sainte-Face, nous sommes sur la commune de Mongompuku. Pas de Luandjili comme certains pensent à changer. Baptême 2, on inscrit. Alors, baptême le, ainsi de suite. Nous avons à droite, baptême, fonction, prénom, nom, prénom, né, le, domicile, parrain, marraine, ainsi de suite. Voilà. Et à gauche, une partie réservée aux annotations, aux notifications. C'est-à-dire que là, à côté, on a prévu un endroit, le jour où le baptisé se marie, c'est porté. Le jour où le baptisé fait d'autres sacrements, première communion, confirmation, c'est notifié. Le jour où le baptisé devient prêtre, c'est notifié. Donc ça complète. Et cela, les notifications se font en paroisse, mais doivent être automatiquement portées au niveau de l'évêché auprès du chancelier diocésain. Donc bien sûr, traditionnellement, on a le registre de baptême, registre de mariage, registre de funérailles, mais nous avons aussi des registres où on trouve tout cela, de telle sorte que j'ai été baptisé tel jour. Si tu fais un mariage, dans le même registre, il y a une partie mariage et dans le même registre funérailles. Seulement, on a préféré diversifier parce que on n'a pas toujours les mêmes qui ont été baptisés, qui se marient en même temps. Donc c'est pourquoi on a créé des registres pour chaque sacrement. Baptême, tu te maries, on t'inscrit dans le registre de mariage. Tu meurs, parce qu'eux là-bas, ils ont prévu aussi un registre des funérailles, comme je l'ai porté dans le plan. Alors, le reste, c'est ce que j'ai appelé support. Les registres seront de préférence donc regroupés, ça j'ai dit, mais au point de vue support, il y a le papier et l'encre. Attention, bon, le papier nous l'avons, hein, ça vient de France, c'est bien fait. Le registre aussi. J'ai retrouvé les anciens registres du diocèse de Pointe-Noire. Voilà. Que je vais remettre à monsieur le vénérable chancelier. Diocèse de Pointe-Noire, paroisse 2, secteur 2, doyenné 2. Registre de catholicité. Donc le terme, ce n'est pas une nouveauté. Déjà à cette époque-là, je ne sais plus quelle année, registre de catholicité. Ce qu'il nous faudrait peut-être changer ici, c'est archidiocèse de Pointe-Noire plutôt que diocèse de Pointe-Noire. Alors, si je lis une feuille, c'est bien fait. Acte de baptême, c'est la même configuration que les actes que j'ai reçus de France. Donc, on voit bien que ça a été fait par les missionnaires à l'époque. Donc, c'était, baptême, et là, en même temps, on note la communion, ainsi de suite, les autres sacrements. C'est bien fait, sauf que nous pouvons reprendre ce registre, mais en changeant un peu le matériel, les feuilles, parce que ce genre de feuilles s'abîme très vite par rapport, je vous montre, par rapport à ce registre, utilisé en France. Vous voyez comment
c'est solide par rapport au nôtre. Voilà. Alors, Père Chancelier, je vous remettrai tout ceci à votre discrétion. Donc, utilisez un papier, si possible, de qualité, spécialement conçu pour les documents d'archives. Il y a des papiers conçus pour les documents d'archives et une encre qui résiste au temps. Voilà. Vous avez de l'encre, tout de suite, ça se répand, mais une encre qui résiste au temps. Tout cela doit faire l'objet de l'attention même du curé pour trouver ce genre de matériel. Si nous optons la procédure de la France en reliant les exemplaires, plutôt que de faire 2 registres semblables, donc les registres doivent être reliés ou brochés solidement. Vous ne devez pas conserver les actes sous forme de fichiers informatiques. Ah oui. Vous n'allez pas prendre votre ordinateur, tac, 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 parce que le jour où vous partez de la paroisse, vous allez avec tout cela, mais il est conseillé toujours d'avoir un support écrit à la main. Archivage, le curé a le devoir d'organiser les archives paroissiales. Voilà, ça fait partie de son office. Comme j'ai dit, conseil paroissial pastoral, conseil paroissial pour les affaires économiques, il y a aussi les archives de la paroisse. Cette tâche peut être exercée sous sa responsabilité, mais il vaut mieux désigner un notaire paroissial, un papa, une maman, un catéchiste, un diacre, une religieuse, officiellement déléguée. Pour les règles d'organisation et de conservation des archives paroissiales, il convient de se référer aux documents. Voilà, il y a aussi des documents. Je n'ai pas pu avoir ce document-là, je l'ai commandé pour voir comment trouver des références aux documents établis conformément. Les actes de catholicité, pour la rédaction des actes. Les actes de catholicité originaux ont valeur de documents publics ecclésiastiques, comme mon acte de naissance est un document à valeur publique. Ce sont des actes authentiques qui font preuve de ce qu'ils contiennent, donc mes données en tant que chrétien, ma date de naissance, les sacrements, mes données en tant que chrétien. Ils constituent toutefois des archives privées qui suivent des règles de communication particulières. Comme je l'ai dit, vous n'allez pas confier le registre à quelqu'un qui vous le demande, non. Par exemple, ceux qui font des recherches souvent en Europe de l'arbre généalogique, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Il y en a qui réussissent à constituer leur arbre généalogique à travers les registres de catholicité. Mais là-bas, il y a beaucoup de restrictions. On ne les cède pas facilement. Il faut écrire très lisiblement. Donc, des choses comme ça, c'est simple, mais écrire très lisiblement dans le registre de catholicité. Quand il y a des registres, on n'arrive pas à lire, c'est pas normal. Écrire, c'est pourquoi d'ailleurs le notaire paroissial doit répondre à certains critères. Quelqu'un qui a fait des cours, vous savez, à l'époque, l'écriture. Aujourd'hui, ça n'existe plus, il semble, dans l'enseignement. Les enfants, déjà dès le débutant, ils ont des tables informatiques, ainsi de suite, non. Alors, écrire très lisiblement, avec une encre noire de qualité, préparer le stylo à encre au stylo, préférer le stylo à encre au stylo à bille ou au feutre. Ils ont écrit qu'ils vieillissent mal. Voilà. Donc, voilà. Bien noter ce qui est demandé à chaque ligne. Rien de moins, rien de plus. S'il n'y a rien à écrire, tracez un trait pour montrer que ce n'est pas un oubli. Donc, il y a des endroits, on a demandé une information. Quand cela n'est pas nécessaire, vous pouvez tracer un trait pour montrer que ce n'est pas un oubli, mais il n'y a pas d'information à cet endroit-là. Les prénoms doivent être inscrits au complet. Voilà, on a beaucoup de prénoms.
Jean-Joseph, n'écrivez pas J.Joseph. Non, Jean-Joseph, tout simplement. Ou bien les noms aussi. Tati Mbumba, n'écrivez pas Tati après MB. Non, Tati Mbumba, voilà, ainsi de suite. Dans l'ordre de l'état civil, voilà, dans l'ordre de l'état civil, c'est-à-dire que quand quelqu'un se présente pour un sacrement, il faut qu'il se présente avec son acte de naissance. C'est pourquoi on dit, il ne faut pas que les noms changent par rapport à l'acte de naissance. Tu t'appelles Mabiala quelque part, après tu deviens Makoso. Voyez. Donc, acte de naissance. D'abord, ça prouve à la maman que c'est ton enfant. Voilà, acte de naissance. Les mêmes noms. Dans l'ordre de l'état civil, donc les noms sont inscrits en lettres capitales. C'est des choses, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit là, c'est élémentaire. Non, on les oublie souvent. Toujours avoir sous les yeux la copie, comme je l'ai dit, de l'acte de l'état civil pour vérifier l'orthographe des noms et prénoms, les dates, la filiation. Et que s'il y a un changement à faire, je crois qu'au niveau de l'Église, nous avons le vicaire judiciaire qui peut, voilà, dans son office, savoir comment porter un nom ou bien corriger un nom qui a été mal écrit dans l'acte de naissance. Remplir le registre et son double en même temps pour éviter les erreurs. Donc, en même temps, le registre, vous l'avez, le double, vous l'avez, remplir en même temps. Il ne faut pas remplir le registre le jour du baptême et remplir son double une ou deux, même un jour après, non, en même temps, en vérifiant, voilà, qu'il n'y a pas d'erreur. Seule la signature du célébrant fait foi. Il est primordial de vérifier que celui-ci a bien signé et ce, sur les 2 exemplaires de l'acte. Les 2 exemplaires. Une fois enregistré, un acte ne peut plus être modifié. Puis ça a été enregistré, envoyé à la chancellerie du diocèse. Mais on procède par des annotations. À l'intérieur, c'est prévu du registre, des annotations au niveau de la chancellerie du diocèse. Parce que si tu le fais dans ta paroisse et que cela n'est pas notifié au niveau du diocèse, le jour où cela arrive, que dans nos paroisses, le registre disparaît, donc vous voyez, il arrivera au diocèse, il trouvera autre chose. Donc toujours, une fois, donc un acte ne peut pas être modifié, mais des annotations et rectifications peuvent être apportées selon les règles qui sont définies. Il y a des articles de droit canon selon ces articles-là. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, tout cela est prévu dans le directoire. Moi, je conseillerais le directoire à chaque curé. Voyez, à chaque curé. Bon, peut-être pas à chaque curé, mais à chaque paroisse. Si nous voulons être conformes à l'administration ou à la tenue des registres de catholicité. Puis il y a des annotations. Voilà. L'enfant a été baptisé, je prends l'exemple, je sais pas, à Saint-François. Et puis il fait notre sacrement à Sainte-Face. Il faut que Sainte-Face qui a reçu l'acte de l'extrait de baptême de l'intéressé notifie cela au niveau, envoie une annotation au niveau de Saint-François, de telle sorte que Saint-François puisse produire cela dans le registre, porter cela dans le registre voilà, qui correspond, ou de baptême, enfin le genre de registre de catholicité qui convient à ce moment-là. Donc les annotations complètent l'acte initial. Elles sont de nature civile, donc concernant l'état civil de la personne. Au niveau de l'état civil aussi, c'est notifié. Je voudrais vous révéler une chose. Pour ceux qui sont nés avant les indépendances, disons pour le cas du Congo, pour tous ceux qui sont nés, j'ai vérifié, avant 1963. Avant 1963. Ceux-là,
j'avais un dossier au niveau de la France, j'avais besoin d'un casier judiciaire. On m'a dit, tu es né quand? J'ai donné la date, on m'a dit non, tu es écrit à Nantes. Parce qu'à Nantes, il y a les archives. Vous voyez l'importance des archives. Les archives de tous les ressortissants des anciennes colonies françaises qui sont nées, disons, jusqu'à la date de l'indépendance. Donc pour nous, tu es né avant 1963, tu vas en France, ne t'embête pas, tu es écrit à Nantes, on retrouve ton acte de naissance, on retrouve ton... Moi j'avais besoin du casier judiciaire, on me l'a envoyé de Nantes. Voyez. Donc l'importance de tenir les archives. Parce que souvent, il y a des gens qui sont là-bas, qui disent, moi, je dois me marier en France, j'ai besoin de mon extrait d'acte de baptême, et parfois, on peut faire le tour des paroisses de Pointe-Noire, on ne trouve pas l'acte. Parce que, in principio, comme on dit, un prêtre avait oublié de porter cela dans le registre. Donc, vous voyez comment on peut pénaliser quelqu'un qui est engagé sur un dossier qui le concerne. Par exemple, on annotera, donc on portera les annotations sur un acte de baptême. On porte la confirmation, on porte le mariage, on porte la profession religieuse, ainsi que les changements de nom, d'adoption et ainsi de suite. Au moment de la rédaction, pour corriger une erreur commise au moment de la rédaction de l'acte, il est écrit dans le directoire « Rayez proprement le mot à supprimer ». Une règle, vous tracez. Mais ne faites pas ça avec votre bic là, comme ça, comme on le fait, non. Une règle, vous tracez. Ne rien toucher dans le corps de l'acte, indiquez uniquement en marge la rectification. Par exemple, inscrire le mot correct près de celui qui a été raturé. On a raturé, on écrit le mot correct, si c'est possible. Sinon, faire un renvoi au bas de la page, ça existe aussi du registre. Pour ce qui concerne l'enregistrement après, ne rien toucher dans le corps de l'acte, indiquer uniquement en marge la rectification. C'est prévu, j'ai montré sur le registre des marges. Dans le cas particulier où une célébration est annulée alors que l'acte a été rédigé à l'avance, barrez toute la page par une croix en X. En X, voilà, donc la page X, voilà, je barre. Puisque ça a été porté, bon, ne soyons pas aussi portés à remplir tout de suite parce qu'il y a des endroits où quelqu'un se marie le samedi, déjà le lundi, on a rempli le registre. Non, il faut être sûr jusqu'à la fin. C'est pourquoi le notaire paroissial, il doit être prêt à tout moment. Même la veille, le curé l'appelle pour vite remplir. Notez en marge le motif de cette annulation. Par exemple, baptême reporté. Paf. Puis indiquer la date, le lieu, son nom et sa fonction et signer. Voilà. Donc moi je disais, ce sont des choses que nous connaissons. C'est pourquoi quand on a dit formation, je ne prétends pas faire une formation. Nous connaissons et il faut qu'on les tienne. Il faut signaler une chose, si les fidèles sont des citoyens, ils sont soumis à la loi naturelle, bien sûr. Je suis citoyen, je suis inscrit, je suis né à Pointe-Noire, inscrit, comme je l'ai dit, dans les registres de l'état civil de Lumumba, pour nous tous, Banyazandu de Lumumba. On sait que 5 jours après avoir choisi le prénom de l'enfant, les parents doivent impérativement déclarer la naissance. Je crois que le délai, c'est 5 jours. Sinon, après, il faut passer par le tribunal. Donc, si les fidèles sont citoyens et soumis à la loi nationale,
ils sont aussi ressortissants du droit canonique en ce qui concerne l'organisation de l'Église, la discipline des sacrements, le statut, voilà, ainsi de suite, le statut personnel.